Bienvenue sur Anime Nouveau. Aujourd'hui, on continue notre aventure dans l'univers de Kenshi. Si vous avez manqué la première partie, je vous invite à la regarder avant de poursuivre, pour ne rien rater de cette incroyable histoire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun résumé. Quand Hayashi reprit connaissance, il demanda à Kenshin pourquoi il ne l'avait pas achevé. Kenshin a expliqué qu'il n'était plus le repère d'un homme et qu'il avait épargné la vie d'Hayashi. Kenshin a alors demandé pourquoi Hayashi n'avait pas accepté un poste officiel à l'époque actuelle puisque ses capacités devaient lui avoir valu de nombreuses offres. Hayashi a admis qu'il avait en effet reçu de nombreuses invitations, mais qu'il ne voulait que lui, pas ses 4 subordonnés. Il avait dirigé son équipe de ninjas tout au long de la Révolution, mais il n'en restait désormais plus que 4, sans nulle part où retourner. En tant que chef, il ne pouvait pas laisser ses subordonnés seuls. À ce moment-là, Takeda apporta l'arme qu'il avait préparée, un fusil à 6 canons importé d'Amérique. Il a commencé à tirer et Sano a repris connaissance. Anya a également entendu l'agitation et a décidé d'aller avec Shiki rejoindre Sano et voir ce qui se passait. Le petit ninja et le ninja crachant des flammes ont également entendu le bruit et ont décidé d'enquêter. Takeda a déclenché une salve de balles, tirant délibérément de manière sauvage pour forcer Hayashi et Kenshin à s'échapper. Il frappa la jambe d'Hayashi puis s'arrêta pour révéler où il avait acquis l'arme. Il a expliqué qu'il se livrait au trafic d'opium uniquement pour pouvoir réaliser son ambition de vendre des armes. Il a affirmé que les compétences que Kenshin et Hayashi avaient mis des décennies à perfectionner pouvaient désormais être surpassées par l'argent, ce qui lui donnait un pouvoir inégalé. À ce moment-là, Sano et son groupe sont arrivés. Kenshin suivit le conseil de Sano de se retirer de l'autre côté, tandis que Shiki chargea pour affronter Takeda. Ne sachant pas sur qui tirer, Takeda décide de viser Hayashi. Shiki est intervenu pour protéger son patron et a reçu plusieurs balles. Alors qu'il s'effondrait, il était toujours heureux que son corps ait été utile pour protéger son chef. Les ninjas cracheurs de flammes arrivèrent alors, menaçant que si Takeda lui tirait dessus, l'huile à l'intérieur de son corps exploserait. Cependant, Takeda avait un objectif différent. Le ninja de flamme n'était qu'une distraction, permettant au petit ninja de se faufiler derrière Takeda et de lui tirer dessus. Mais Takeda a tiré et dévié la balle, éliminant les deux ninjas. Anya a demandé à Kenshin combien de temps il lui fallait pour récupérer son épée et attaquer Takeda. Kenshin a répondu qu'il avait besoin de 10 secondes. Anya informa Kenshin que Megumi était à l'étage et exprima son empathie pour sa situation. Mais il appréciait davantage Hayashi et ne pouvait pas aider Megumi. Anya a ensuite chargé Takeda pour gagner du temps pour Kenshin. Anya a finalement été abattue, mais Kenshin a réussi à récupérer son épée. À ce moment-là, Takeda était à court de balles. Kenshin a frappé Takeda, brisant son visage. Sano a noté que même si Hayashi avait poussé Kenshin au bord du gouffre, les blessures d'Hayashi étaient les plus graves, pas seulement les blessures externes, mais aussi de profondes cicatrices émotionnelles. Kenshin a demandé à Sano de laisser un peu d'espace à Hayashi. Ils sont ensuite allés sauver Megumi. Cependant, Megumi, accablé par la culpabilité, dit que ses péchés étaient trop grands et voulait mourir pour les expier. Sano l'arrêta en lui disant qu'elle était sur le point de gâcher tous les efforts qu'ils avaient fournis tous les trois. Soudain, la police est arrivée. Megumi a donné à Kenshin des médicaments pour arrêter son saignement et s'est préparée à se rendre. Elle est allée rencontrer le chef de la police et Takeda avait déjà signalé qu'elle était celle qui fabriquait l'opium. Kenshin intervint pour l'empêcher d'avouer, disant au chef que Megumi avait été capturée par Takeda et forcée de fabriquer de l'opium, mais elle ne l'avait jamais fait volontairement. Le chef croyait provisoirement Kenshin tandis que Takeda commençait à crier à propos de l'injustice. Kenshin expliqua à Megumi qu'il avait déjà commis un homicide involontaire et que ses crimes n'étaient pas moins graves que les siens. Cependant, il avait choisi de vivre et de sauver les autres pour expier ses péchés. De plus, les compétences médicales de Megumi pourraient sauver de nombreuses vies, il serait donc préférable pour elle de continuer à vivre pour expier les erreurs qu'elle avait commises. Ils se demandèrent alors où était Hayashi, mais le chef de la police ne savait pas qui c'était car Hayashi n'était pas présent lorsqu'il était entré par effraction. Ils ont alors réalisé qu'Hayashi s'était échappé par un passage secret que Takeda avait installé. Lorsqu'ils allèrent vérifier la sortie du passage secret, celui-ci avait bel et bien été ouvert. Peu de temps après, ils rencontrèrent à nouveau Hayashi. Il avait récupéré les têtes de ses subordonnés tombés au combat pour leur offrir une sépulture décente. Hayashi a également déclaré qu'il ciblerait toujours Kenshin à l'avenir, mais Kenshin a déclaré qu'il était tout à fait prêt à l'affronter à nouveau s'ils se rencontraient. Kenshin est ensuite parti après avoir vu Hayashi partir. Le groupe est retourné à la maison de Kaoru pour prendre le petit déjeuner, qu'elle avait minutieusement préparé malgré les blessures qu'elle s'était faites aux mains au passage. Megumi a demandé à se joindre à eux pour le repas, et sans surprise,
C'était toujours aussi horrible. Kaoru s'est alors excusée de ne pas pouvoir laisser Megumi rester chez elle, mais l'a informé qu'elle avait trouvé une nouvelle résidence pour elle dans l'ancienne maison du docteur. Megumi a taquiné Kenshin, en disant que s'il se lassait un jour de Kaoru, elle serait prête à la remplacer comme quelqu'un vers qui il pourrait se tourner. En entendant cela, Kaoru considérait Megumi comme un esprit renard et une rivale romantique. Avant de partir, Megumi a dit quelques mots à Sano. Kenshin a alors demandé à Sano si quelque chose se passait avec Shikikar, lorsque Kenshin était passé à côté de Shiki plus tôt. Shiki a mentionné que Sano avait un grand potentiel et que Kenshin devrait le chérir. Kenshin aurait aimé avoir la chance de parler davantage avec eux. Dans les jours qui suivirent, Kenshin entendit que Yahiko était fréquemment absent. Sano a plaisanté en disant que Yahiko était probablement en train de courir après les filles, tandis que Kaoru pensait qu'il était peut-être en train de grignoter quelque part. Kenshin, cependant, croyait que Yahiko s'entraînait. Juste à ce moment-là, Yahiko est revenu, disant simplement qu'il était sorti se promener. Les autres sont partis, mais Kenshin a rappelé à Yahiko de continuer son entraînement. Yahiko a affirmé qu'il s'entraînait déjà régulièrement et qu'il ne prenait que 2 jours de congé par semaine. Cependant, son comportement restait suspect. Le lendemain, le groupe de Kenshin décide de le suivre et découvre qu'il s'est rendu dans un restaurant de fondue chinoise. Lorsqu'ils ont interrogé la serveuse, ils ont appris que Yahiko avait commencé à travailler là-bas il y a quelques jours. Sano a supposé que Yahiko avait accepté le poste à cause d'une fille, mais la serveuse a précisé que la fille, Subaim, avait commencé à travailler là après Yahiko, donc cela ne pouvait pas être à cause d'elle. Yahiko avait remarqué que Subaim était timide et maladroite, alors il voulait l'aider à s'améliorer. Le groupe est ensuite resté pour manger et a vu Subaim être forcé de servir un groupe d'individus voyous. Ces hommes ont ensuite traîné Subaim dehors, révélant que pendant le Bakumatsu, ils avaient été les maîtres de la famille de Subaim. Ils ont continué à la contraindre à les servir même maintenant, malgré la nouvelle ère. Ils ont exigé que Subaim leur remette un moule à clé du magasin afin qu'ils puissent entrer par effraction et voler. Lorsqu'elle a refusé de participer au vol, ils ont menacé de tuer des gens pour obtenir ce qu'ils voulaient. À ce moment-là, Yahiko est arrivé et a décidé de leur donner une leçon. Yahiko pouvait les gérer individuellement car il manquait de techniques d'épée raffinées. Cependant, leur nombre l'a submergé et il a fini par être attaqué par une bande. Kaoru voulait que Kenshin aide Yahiko, mais Kenshin pensait que sauver constamment Yahiko l'empêcherait de devenir plus fort. À moins que Yahiko n'appelle explicitement à l'aide, aucun d'entre eux n'interviendrait dans son combat. Subaim a finalement été contraint de remettre le moule clé au chef, qui a ensuite épargné Yahiko. Yahiko a pensé que le groupe avait besoin d'un jour pour créer la clé afin qu'il puisse attaquer la nuit suivante. Subaim s'est excusé d'avoir entraîné Yahiko dans la situation, mais il a admis qu'il s'était impliqué de son propre chef, elle n'avait donc pas besoin de s'excuser. Yahiko a décidé de ne pas impliquer la police, craignant que cela implique Subaim, et il ne voulait pas non plus demander l'aide du groupe de Kenshin, il voulait s'en occuper lui-même. Yahiko est ensuite rentré chez lui et a construit un appareil d'entraînement pour s'entraîner à combattre plusieurs adversaires simultanément. Cependant, Kaoru a souligné que l'entraînement de cette manière et le combat réel étaient très différents, et qu'une amélioration significative en une seule journée serait un défi. Ainsi, Yahiko a demandé conseil à Kenshin. Kenshin a expliqué que la meilleure façon de faire face à plusieurs adversaires était de courir et de contre-attaquer un par un. Essentiellement, la clé était de transformer une bataille de groupe en une série de rencontres en tête-à-tête. Kaoru a également enseigné à Yahiko davantage sur les philosophies de leur école et voulait qu'il les mémorise. Ce soir-là, les anciens maîtres de Subaim ont commencé leur opération de vol. Yahiko est entré en action, s'emparant du moule à clé et attirant le groupe dans une ruelle étroite pour les isoler et les affronter un par un. Cependant, le chef a rapidement reconnu la stratégie de Yahiko et a ordonné à ses subordonnés de se liguer contre lui. À ce moment-là, Kenshin et Sano sont apparus sur un toit voisin, intimidant le groupe et le forçant à battre en retraite. Le Yahiko, inconscient de leur intervention, ne s'est rendu compte qu'il était laissé seul face au chef que lorsque Kenshin et Sano ont discrètement disparu de la scène. Désormais contraint de se battre avec une véritable épée, Yahiko a réussi à lire et à éviter les coups de son adversaire. Bien que réticent, il se retrouva à remercier silencieusement Kaoru pour les connaissances et la formation qu'elle lui avait fournie au fil du temps. Pendant ce temps, Kaoru s'approcha de Subaim, lui conseillant de se dresser contre ses oppresseurs. Elle a rassuré Subaim en lui disant que si Yahiko gagnait, elle serait enfin libre. Ils sont ensuite allés observer le combat de Yahiko. Alors que le leader visait les jambes de Yahiko, Yahiko leva rapidement une jambe, marchant sur l'épée de l'adversaire avant de contre-attaquer avec une frappe décisive. Yahiko est sorti victorieux, libérant Subaim de l'emprise de son ancien maître. Par la suite, Kaoru a raccompagné Subaim chez lui. Sano, curieux,
a demandé à Yahiko pourquoi il avait accepté un travail en premier lieu. Yahiko a expliqué qu'il voulait gagner suffisamment d'argent pour acheter une épée à lame inversée et rechercher la justice comme Kenshin. Bien que l'idée soit ridicule, Kenshin a noté qu'une telle épée était très chère, ce qui signifie que Yahiko devrait économiser pendant longtemps. Quelques jours plus tard, Kaoru se préparait à visiter un dojo appartenant à une connaissance pour s'entraîner. Elle a invité Kenshin à la rejoindre, mais il a refusé. Pour le persuader, Kaoru lui a remis une longue liste de courses, disant qu'il devrait s'occuper des courses s'il restait sur place. À contre-cœur, Kenshin accepta de l'accompagner. À cette époque, deux individus mystérieux sont arrivés en ville, enquêtant sur les guerriers les plus forts et les dojos de la région, dont Kenshin. En arrivant au dojo, Kaoru a été chaleureusement accueilli par des visages familiers, tandis que les étudiants ont été présentés à Kenshin pour la première fois. Kenshin a rencontré le maître du dojo, qui avait initialement l'intention de le défier. Cependant, en voyant le visage de Kenshin, le maître abandonna l'idée, invitant Kenshin à se détendre à la place. Lorsque Kaoru s'est renseigné sur le défi avorté, le maître a admis qu'il avait déjà concédé sa défaite sans combattre. Kaoru a ensuite commencé à s'entraîner avec les étudiants pendant que le maître engageait une conversation avec Kenshin. Kenshin a salué le dojo comme un bon endroit, mais le maître a révélé que cela n'avait pas toujours été un succès. À un moment donné, il a eu du mal à attirer les étudiants, et il a utilisé la réputation de Kaoru pour les attirer. Il exprima sa culpabilité d'avoir exploité la fille d'un vieil ami, mais Kaoru ne lui en gardait aucune rancune, ce qui le rassura. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'un homme nommé Rajita, accompagné de son disciple, Utero. Rajita a défié le maître du dojo en duel. Bien que dédaigneux de l'utilisation des épées en bambou, Rajita accepta à contre-cœur de suivre les règles du dojo. Le duel commença et Rajita frappa rapidement l'épaule et le cou du maître, marquant un point. Cependant, ces coups ont fracturé l'omoplate du maître, ce qui a nécessité des appels pour appeler un médecin avant que la blessure ne s'aggrave. Malgré cela, le maître a insisté pour continuer le match. Au tour suivant, Rajita l'a facilement vaincu et était sur le point de lui porter un coup mortel lorsque Kenshin est intervenu. Rajita a déclaré que dans sa philosophie, la défaite était synonyme de mort. Il a déploré la façon dont l'escrime avait prospéré pendant l'ère Bakumatsu, mais avait décliné pendant la période paisible Meiji, éclipsée par les progrès technologiques. Rajita a ensuite défié Kenshin en duel. Bien que Kenshin ait refusé, Rajita a menacé de brûler le panneau du dojo, incitant Kaoru à se manifester. Kenshin intervint, se portant volontaire pour combattre à sa place. Le duel a commencé avec des épées en bois. Rajita a attaqué férocement, forçant Kenshin à esquiver à plusieurs reprises. Kenshin s'est abstenu de contre-attaquer, cherchant seulement à terminer le match sur un match nul. Cependant, juste au moment où Rajita lançait un coup mortel, Kenshin remarqua quelque chose et laissa brusquement tomber son épée, reculant. Rajita a décidé d'abandonner et a juré de retrouver Kenshin un autre jour, puis est parti. Yahiko, d'autre part, a décidé qu'il battrait Utero un jour pour lui donner une leçon et l'amener à arrêter son comportement grossier. À ce stade, Rajita réalisa que Kenshin n'était pas un épéiste ordinaire. Il était déterminé à le défier à nouveau, sachant que Kenshin était un maître épéiste de l'ère Bakumatsu. Cependant, Kenshin ne savait pas encore qui était Rajita. Même si Rajita avait utilisé une épée en bois, son coup avait été suffisamment puissant pour fendre l'épée de Kenshin et laisser une coupure sur le sol comme une vraie lame. Le groupe est revenu et a raconté à Sano ce qui s'était passé. Juste à ce moment-là, un vieux majordome est arrivé avec une invitation pour Kenshin à un duel. Ils décidèrent de partir et finirent par arriver dans un grand manoir, qui appartenait à la famille d'Utero. Le père d'Utero les salua et conduisit seulement Kenshin à la rencontre de Rajita, tandis que les trois autres étaient divertis par Utero. Selon le père d'Utero, il se spécialisait dans la vente d'épées japonaises aux Européens, car ces derniers considéraient les épées japonaises comme des objets de collection précieux. Il y a quelques mois, leur convoi avait été attaqué par des voleurs, et c'est Rajita qui les avait sauvés, c'est pourquoi Utero l'a suivi pour apprendre de lui. Kenshin rencontra bientôt à nouveau Rajita, et les trois compagnons d'Utero l'avaient attaché, se faufilant dans le manoir pour voir comment Kenshin s'en sortirait. Rajita, désormais convaincu que l'escrime moderne était devenu trop faible et devait être éradiqué, chercha à reconstruire son propre style d'épée en éliminant toutes les autres techniques faibles. Il voulait seulement que son style s'épanouisse. Voyant Kenshin comme son premier adversaire fort, Rajita l'invita à le rejoindre. Kenshin, cependant, a refusé. Bien que Kenshin regrettait le déclin de l'escrime à cette époque, il ne voulait pas laisser survivre les styles créés pour tuer. Alors que Kenshin était sur le point de partir, Rajita sortit son épée, déclarant que si Kenshin ne comprenait pas son ambition, alors Kenshin deviendrait son ennemi et devrait être éliminé. Rajita a alors lancé une attaque, frappant de toutes ses forces, provoquant la chute d'arbres et la fissuration de rochers. Cependant, lorsque Kenshin a dégainé son épée pour riposter,
l'épée de Rajita s'est brisée en premier. Kenshin a expliqué que son épée symbolisait sa détermination à éliminer l'intention meurtrière. En entendant cela, Rajita partit, promettant de revenir pour un autre duel à l'avenir. Le groupe a quitté le manoir et a libéré Utero de ses contraintes. Yahiko, voulant qu'Utero arrête de se plaindre, lui a suggéré que s'il voulait se montrer, il pourrait venir au dojo et le combattre. Cette nuit-là, Utero est venu défier Yahiko, et même s'il était minuit, Yahiko a accepté de se battre. Il s'est vite rendu compte qu'Utero ne savait pas manier correctement une épée. Ils ont réalisé que Rajita n'avait rien appris à Utero, alors Kaoru est intervenue pour lui apprendre. Elle a entraîné Utero jusqu'au matin. Kenshin avait préparé des boulettes de riz pour tout le monde et avait demandé à Utero s'il avait apprécié l'entraînement. Utero a admis qu'il l'avait fait. Il voulait maîtriser l'épée pour faire comprendre à son père ses erreurs. Le père d'Utero avait abandonné son honneur martial pour poursuivre une carrière dans les affaires, vendant même des épées autrefois l'apanage des samouraïs aux occidentaux. Kenshin a ensuite invité Utero à venir apprendre l'escrime dans leur dojo, afin qu'il puisse rivaliser avec Yahiko. De cette façon, les deux seraient motivés à s'améliorer. Utero s'est ensuite rendu auprès de Rajita pour demander la permission d'étudier au dojo de Kaoru. Rajita l'a permis, sous prétexte d'apprendre à comprendre l'ennemi, même si secrètement, il avait son propre programme. Dans les jours qui suivirent, Kenshin dit à Sano qu'Utero venait au dojo tous les jours pour s'entraîner et se disputer avec Yahiko. Aujourd'hui, Kaoru avait choisi Yahiko comme cible pour qu'Utero s'entraîne. Yahiko a mis un chapeau et a laissé Utero frapper plusieurs fois. Yahiko s'est rendu compte qu'Utero progressait effectivement rapidement et était déterminé à apprendre. Ce soir-là, ils sont tous allés manger un ragoût de bœuf pour se détendre. Subam, curieux à propos d'Utero, a appris qu'il était un nouvel ami de Yahiko. Bien qu'ils se soient battus, Subam pensait qu'ils étaient très proches. Utero semblait également croire qu'il était supérieur à Yahiko à tous égards, y compris dans son traitement des femmes. Kaoru a ensuite demandé à Utero s'il voulait devenir son élève officiel. Utero, bien qu'appréciant son temps au dojo, a refusé, disant que c'était pour devenir plus fort. Il avait besoin d'apprendre de Rajita. Cette nuit-là, Utero emmena Kenshin et son groupe à l'endroit où il avait rencontré Rajita pour la première fois. À ce moment-là, ils avaient été attaqués par des bandits, et le père d'Utero avait baissé la tête et avait supplié les bandits. Ne ressemble en rien à un membre d'une famille d'arts martiaux. C'est alors que Rajita est apparu par derrière, attaquant les bandits et les forçant à fuir. Depuis lors, Utero a voulu étudier avec lui pour reconstruire l'héritage d'arts martiaux de sa famille. À ce moment-là, Rajita apparut à nouveau par derrière, essayant d'attaquer furtivement Kenshin. Kenshin a esquivé, mais Rajita a continué à attaquer, utilisant même l'environnement en lançant de la terre et des pierres dans un mouvement sale, seulement pour que Kenshin lui assène un coup à la tête. Rajita a ensuite changé de position et a déclenché une série d'attaques d'énergie d'épée sur Kenshin. Kenshin a esquivé, mais Utero a été touché et blessé au bras. Dès le début, Rajita n'avait jamais eu l'intention de prendre Utero comme disciple. Il cherchait simplement à récupérer l'argent de la famille d'Utero pour faire revivre son propre art de l'épée. L'attaque des bandits avait été orchestrée par lui. Kenshin, furieux, dit à Rajita de rester où il était et de l'attendre, comme il reviendrait après avoir emmené Utero chez le médecin. Sono a fait remarquer que Rajita était un imbécile de provoquer quelqu'un d'aussi terrifiant que Kenshin. Après avoir emmené Utero à Megumi, le médecin et son équipe médicale ont expliqué que les tendons et les nerfs du bras droit d'Utero avaient été sectionnés, le laissant incapable de manier une épée. Yahiko a fait remarquer qu'Utero avait beaucoup valorisé l'escrime, et maintenant tout cela était gaspillé. C'était malheureux, mais c'était la vie, on ne peut pas toujours avoir ce que l'on veut. Le médecin n'était pas un faiseur de miracles. Soudain, Yahiko entendit la voix d'Utero à l'intérieur et courut pour vérifier. Utero s'était réveillé, choqué par la trahison. Kenshin était déjà parti. Alors Yahiko a décidé de montrer le résultat à Utero. Kaoru les accompagnerait également pour garder un œil sur eux deux. Rajita, voyant que Kenshin n'était pas revenu, supposa que Kenshin s'était enfui. Sono, cependant, dit à Rajita qu'il devrait partir avant le retour de Kenshin, ajoutant qu'il serait heureux de le combattre si Rajita le voulait. Mais juste à ce moment-là, Kenshin est revenu et Sono n'a eu d'autre choix que de reculer. Kenshin était furieux lorsqu'il a affronté Rajita. Il a esquivé toutes les attaques d'énergie d'épée que Rajita lui a lancées et a rapidement compris la méthode derrière les attaques de Rajita. Bien qu'il soit impossible pour une personne moyenne d'esquiver de tels mouvements, pour Kenshin qui pouvait esquiver les balles, ce n'était pas si difficile. Rajita a ensuite déclenché un barrage d'attaques, forçant Kenshin à continuer d'esquiver. Kenshin était légèrement coupé à la main et Rajita, joyeux, pensait avoir finalement vaincu Kenshin. Cependant, Kenshin réalisa que même si Rajita prétendait que son style était une technique d'épée meurtrière, en fait, il n'avait jamais tué personne. Kenshin a alors juré de lui montrer à quoi ressemblait vraiment l'épée meurtrière d'un démon. Rajita n'aimait pas être moqué, alors il a continué à charger Kenshin avec des coups puissants.
Et quand Kenshin a sauté hors de portée, Rajita a enchaîné avec des attaques d'énergie d'épée. Kenshin a continué à esquiver mais a subi une autre blessure légère à la jambe. Cependant, Kenshin en avait fini avec les esquives. Il essayait délibérément de gagner du temps jusqu'à l'arrivée du groupe de Kaoru. Lorsqu'ils arrivèrent, Kenshin commença finalement à contre-attaquer. Il se mit en position défensive, jeta son épée pour frapper Rajita à la tête. Puis s'est précipité pour saisir l'épée et la frapper avec la poignée avant de terminer par un coup à la tête en utilisant le fourreau de l'épée. Yahiko s'est alors précipité, mais Rajita l'a attrapé et a menacé de le tuer. Tout le monde le défiait, sachant qu'il n'avait pas le courage de tuer. Kenshin a expliqué que quelqu'un qui maniait une épée meurtrière avait besoin de la compétence nécessaire pour supporter le poids du meurtre avec l'épée. Mais la technique de Rajita servait uniquement à trancher, pas à tuer. Kenshin a menacé de montrer à Rajita la véritable signification d'une épée meurtrière s'il faisait du mal à Yahiko, et Rajita, effrayé, a libéré Yahiko. Le groupe est ensuite allé appeler Yutaro pour qu'il parte avec eux. Les jours suivants, Yutaro resta caché chez lui et ne sortit pas pour rencontrer le groupe de Yahiko. Kenshin apprit plus tard le passé du père de Yutaro lorsque l'ère Meiji arriva, l'escrime avait décliné. Bien qu'il soit issu d'une famille pratiquant les arts martiaux, le père de Yutaro ne pouvait pas en vivre. Il s'est donc tourné vers l'évaluation et le commerce d'épées, devenant finalement prospère. Mais Yutaro ne voulait pas vivre de cette façon. Son père avait prévu d'envoyer Yutaro en Allemagne pour se faire soigner et y vivre, espérant que la distance ferait oublier à Yutaro l'escrime. Le jour du départ arriva bientôt, et malgré une dernière rencontre avec le groupe de Yahiko, Yutaro n'a pas dit un mot. Yahiko, en colère, se précipita pour attaquer, disant qu'il savait que Yutaro n'était pas du genre à être aussi découragé. Si Yutaro a été blessé par la trahison, il devrait simplement devenir plus fort que Rajita. Les deux se disputèrent et Yutaro jura de ne pas abandonner l'escrime, affirmant qu'avec une seule main, il pourrait vaincre Yahiko. Avant de partir, Yahiko a dit à Yutaro de ne pas oublier de revenir car il n'en avait pas encore fini avec lui. Yutaro partit alors et Kenshin réfléchit à Rajita. Il a admis que l'escrime de Rajita était impressionnante, et espérait que Rajita se rendrait compte de la chance qu'il avait de ne pas avoir franchi la ligne du meurtre. Kenshin était en effet préoccupé par l'avenir de l'escrime, mais quand il vit ces deux garçons, ses inquiétudes disparurent. Cette nuit-là, Rajita a voulu franchir la ligne du meurtre et faire l'expérience de la mort, mais au final, il n'a pas pu se résoudre à endommager autre chose qu'une statue de Bouddha. Deux vieilles femmes avaient remis la tête de la statue en place, et Rajita ne pouvait que s'agenouiller et pleurer, réalisant qu'il n'était pas assez habile pour comprendre ce que signifiait manier une épée meurtrière. Les jours passèrent et Sano continua à manger régulièrement au restaurant de fondue au bœuf. Un jour, la serveuse a demandé à Sano d'acheter quelques tableaux célèbres pour régler sa dette. Il est allé acheter les tableaux et, lors de cette visite, tout le monde a remarqué à quel point Sano était différent maintenant. Dans le passé, il ressemblait à une bombe à retardement, prête à exploser et à se battre avec n'importe qui. Mais maintenant, Sano avait changé. Il est allé au magasin pour acheter les tableaux et est tombé sur Kenshin et Kaoru. Après une brève conversation sur les peintures, Sano est tombé par hasard sur une peinture de son ancien capitaine et a demandé qui l'avait peint. Après avoir reçu le nom et l'adresse de l'artiste, Sano est allé trouver le peintre et a appris qu'il s'agissait de Hiro, un vieux camarade et ami du passé. Kenshin et Kaoru l'avaient suivi, mais avaient décidé de partir avant de s'immiscer dans les affaires personnelles de Sano. La raison pour laquelle Sano a reconnu Hiro était que le tableau les représentait tous les deux. Sano savait que Hiro avait passé les 10 dernières années à peindre, mais en réalité, Hiro avait secrètement planifié de se venger du gouvernement, cherchant à rétablir l'égalité pour le peuple et venger l'honneur de leur ancien capitaine. Hiro a ensuite montré à Sano une réserve de bombes qu'il avait accumulée au cours de la dernière décennie. Hiro avait prévu de bombarder le ministère de l'Intérieur ce week-end pour créer le chaos, puis déclencher une rébellion pour restaurer l'indépendance du peuple. Il n'a pas fait pression sur Sano pour qu'il se joigne à lui, le laissant décider le lendemain. Lorsque Sano est parti, Hiro s'est assis et a réfléchi à l'ancien capitaine. Le capitaine avait grandement apprécié les compétences de tir de Hiro, mais lui avait conseillé d'étudier et de s'améliorer. Alors que l'âge des armes à feu et des épées touchait à sa fin, l'avenir était l'âge de la connaissance, et si possible, Hiro devrait guider Sano vers cette voie. Le lendemain matin, Sano est allé demander à Kaoru la permission d'organiser une fête chez elle. Il voulait inviter Hiro et quelques amis à se réunir une dernière fois. Cet après-midi, Hiro et tout ce que Sano connaissait sont arrivés à la fête. Deux amis joueurs de Sano se sentaient mal à l'aise parce que Megumi était là, mais Sano laissa passer l'affaire, et Megumi a pris l'initiative de s'excuser pour ses erreurs passées, ce qui a été accepté. Ils ont ensuite tous profité de la fête et discuté avec Hiro, qui a même dessiné des portraits pour quelques-uns d'entre eux. Quand ce fut le tour de Kenshin,
Hiro était quelque peu mal à l'aise car Kenshin avait autrefois été un activiste politique. Mais Sano rappela gentiment à Hiro de laisser tomber, alors Hiro continua à dessiner. Cependant, il n'a dessiné que le visage de Kenshin et la cicatrice, laissant de côté ses yeux, son nez et sa bouche. Cette nuit-là, après que tout le monde eut mangé et fut rentré chez lui, et que quelques-uns furent restés chez Kaoru, Sano et Hiro savaient qu'il était temps de partir. La fête était un dernier merci à tout le monde car après cela, Sano serait un fugitif. Et pourrait être traité par l'épée inversée de Kenshin. Mais Sano n'a blâmé personne, car c'était sa propre décision. Kenshin a tout entendu et a ouvert les yeux juste au moment où Sano partait. Sano et Hiro se sont ensuite rendus au ministère de l'Intérieur, où ils ont commencé à lancer des bombes pour déclencher un incendie et attirer les gardes vers la porte d'entrée. Les deux ont ensuite couru le long du mur pour grimper à l'intérieur. Cependant, dès qu'ils entrèrent, tous deux se retrouvèrent face à face avec Kenshin. Hiro réalisa alors qu'il faisait face au légendaire Batuzei. Mais Kenshin n'est pas venu pour ramener Sano. Il est venu les arrêter parce qu'il respectait la décision de Sano. Hiro a ensuite lancé des bombes sur Kenshin, mais Kenshin a facilement coupé leur mèche. Cependant, une bombe a explosé, mais Kenshin l'a esquivé. Sano a essayé d'arrêter Hiro, lui disant que cela ne mènerait pas à une victoire, mais Hiro refusa d'abandonner ses efforts de 10 ans. Cela a forcé Sano à assommer Hiro et à l'emmener. Kenshin leur avait déjà préparé une voie d'évasion. Sano a ensuite demandé à Kenshin s'il devait continuer à aider Hiro. Kenshin serait prêt à agir contre lui. Kenshin a promis qu'il arrêterait Sano si cela arrivait, ce qui a rassuré Sano. Hiro s'est réveillé plus tard à la maison et a découvert que les bombes avaient disparu. Sano lui a dit que Kenshin les avait pris et détruits. Mais Hiro pensait que Sano avait comploté avec Kenshin pour l'empêcher de déclencher la rébellion. Alors, Hiro a décidé d'adopter une autre approche pour commettre le seppuku devant les gens, dénoncer les crimes du gouvernement. Avant que Sano ne puisse l'arrêter, Hiro a utilisé une bombe fumigène pour s'échapper. Sano devait le retrouver, car Kenshin lui avait confié cette tâche. Plus tard, lorsque Sano entendit les sirènes de la police, il localisa l'emplacement de Hiro et le poussa dans la rivière. Les deux décidèrent de se battre là-bas. Hiro a accusé Sano de l'avoir trahi, mais il n'a jamais révélé leur plan à Kenshin. Kenshin s'était simplement mêlé de leurs affaires. Hiro se sentit lésé et voulut récupérer les 10 années qu'il avait perdues à cause de son plan. Hiro a menacé Sano avec un couteau, mais a ensuite décidé de le combattre à main nue. Hiro était confiant parce que Sano ne l'avait jamais battu auparavant. Mais Sano était différent maintenant et a réussi à renverser Hiro. Cependant, Hiro s'est relevé, a attaqué Sano et a commencé à le frapper sans relâche. Hiro a soutenu qu'il avait enduré des souffrances pendant 10 ans, et ont essayé de racheter l'honneur de leur capitaine, alors que Sano n'avait combattu que, et s'est lié d'amitié avec un ancien révolutionnaire comme Kenshin. Mais Sano s'est levé et a déclaré que les actions de Hiro n'avaient aucun sens, parce que même si le gouvernement était pourri, il y avait encore des gens qui travaillaient dur pour reconstruire le type de société que leur capitaine avait espéré. De Kaoru, qui a lutté pour redonner à Yahiko le savoir-faire de sa famille en matière d'escrime, un garçon abandonné par la société, mais qui s'entraînait toujours avec diligence auprès de Megumi, qui fut autrefois contraint de travailler au noir, mais qui aujourd'hui sauve de nombreuses vies en tant que médecin. Ce que Hiro a fait était inutile car 10 ans s'étaient déjà écoulés. Sano reprit ensuite Hiro et lui dit que Kenshin ne se souciait pas non plus du gouvernement actuel. C'est pourquoi il avait essayé d'arrêter ses conséquences parce qu'il avait joué un rôle dans sa création. S'ils suivaient le chemin de la tromperie et utilisaient tous les moyens pour atteindre leurs objectifs, elles ne vaudraient vraiment pas mieux que les fausses accusations auxquelles leur capitaine avait fait face. Ce qu'ils devaient faire, c'était donner la priorité aux souhaits du peuple. Et maintenant les gens étaient satisfaits du présent, ils n'avaient donc pas besoin de changer quoi que ce soit. Kenshin alluma plus tard une fusée éclairante et la lança pour signaler qu'il avait tout géré. Quelques jours plus tard, Hiro décide d'écouter leur ancien capitaine et de se battre à sa manière. Hiro a décidé qu'il continuerait à résister au gouvernement, mais il a jeté ses peintures. Sano, maintenant avec Kenshin, est allé rendre visite au propriétaire de l'atelier de peinture, qui leur a dit que Hiro lui avait demandé de donner ce tableau à Sano, un tableau de leur ancien capitaine. Hiro peindra désormais dans le but de créer un commentaire politique, et non plus pour vendre ses œuvres comme il le faisait auparavant. Le propriétaire du magasin était attristé de perdre une source de revenus aussi lucrative. Un jour, Kenshin s'est endormi et a été réveillé par Kaoru et Yahiko après la fin de sa séance d'entraînement. Les deux traînèrent Kenshin chez lui demandant de quoi il avait rêvé. Il leur a dit qu'il avait rêvé d'une équipe de samouraïs d'élite du passé, qui pourrait être considérée comme les forces spéciales du shogunat. À l'époque, la plupart des samouraïs agissaient seuls, donc cette équipe d'élite a été créée pour éliminer ces samouraïs solitaires. Kenshin les considérait comme ses plus grands ennemis car les commandants de ces équipes étaient redoutables. Malheureusement, la plupart des commandants de cette force d'élite étaient déjà morts au combat.
Kaoru a remarqué que Kenshin n'avait pas autant parlé de son passé depuis longtemps. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas rêvé de l'ère du Bakumatsu. Et maintenant ce rêve semblait signaler quelque chose d'inhabituel. Kenshin lui-même ressentait quelque chose d'étrange en lui. Il se tenait là, plongé dans ses pensées. Pendant ce temps, de retour à la maison, Sano a rencontré un homme qui s'est présenté comme un commerçant de médicaments à la recherche du propriétaire. Cependant, Sano trouvait suspect qu'un marchand de médicaments ait les mains calleuses, manifestement à cause du maniement d'une épée. Immédiatement, l'homme recula, réalisant que Batuse n'était pas à la maison. Sano a également reconnu que quiconque connaissait Kenshin n'était pas une personne ordinaire. Il a décidé d'engager le combat avec cet homme. Malgré le coup de poing de Sano, l'adversaire n'a montré aucun signe de faiblesse et a chargé Sano avec une épée. Au même moment, Kenshin, toujours perdu dans ses pensées, marchait lentement, inquiétant tout le monde autour de lui. En chemin, ils ont rencontré Megumi, qui a mentionné qu'elle avait 2 jours de congé et a décidé de rendre visite à Kaoru. Remarquant que Kenshin n'avait pas l'air bien, Megumi proposa de l'examiner, mais Kenshin la rassura en lui disant qu'il allait bien. Il a décidé d'arrêter de s'attarder sur son rêve pour éviter de susciter des inquiétudes. Cependant, lorsqu'ils arrivèrent à la maison, ils sentirent une odeur de sang et trouvèrent Sano gravement blessé, avec la moitié d'une épée enfoncée dans son épaule. Il s'est avéré que l'agresseur était Sato, l'ancien capitaine de la 3e division des forces d'élite du shogunat. Sato rencontrait la personne qui avait précédemment embauché Kurosaga. Cet homme visait désormais Kenshin et avait engagé Sato pour prendre soin de lui. Sato a accepté le poste car cela lui donnait l'occasion d'affronter son éternel rival. L'employeur a révélé que Sato était le membre le plus fort des forces d'élite et a suggéré que si Kurosaga n'avait pas réussi à vaincre Kenshin, Sato réussirait sûrement. Pendant ce temps, Megumi travaillait sans relâche pour soigner les blessures de Sano et Kenshin commençait à reconstituer qu'il avait attaqué. 3 jours plus tard, Sano restait inconscient et Kenshin était assis en contemplation. Il en déduit que le coupable est Sato, son ancien rival. Kenshin réalisa que Sato n'avait rien perdu de sa force au fil des années et il doutait que ses idéaux actuels lui permettent de vaincre Sato. Ailleurs, Sato a rencontré un homme nommé Akamatsu, le subordonné le plus fort de leur employeur. Akamatsu était mécontent que Sato ait pris le contrôle de sa proie, ce qui a incité Sato à concevoir un plan. Sachant que Kenshin avait pris conscience de sa présence, Sato envoya une lettre invitant Kenshin à le rencontrer. Je prévois qu'Akamatsu combattra Kenshin en premier. Akamatsu accepta et partit, ignorant que Sato avait l'intention de l'utiliser comme un pion. Kenshin a reçu la lettre et s'est préparé à partir. Il a demandé à Yajiko de verrouiller la porte car il reviendrait tard ce soir-là. Au lieu de rendez-vous, Kenshin rencontre Akamatsu qui l'attaque immédiatement. Kenshin fut obligé de se défendre en coupant les chaînes qu'Akamatsu lui lançait. Akamatsu fit semblant de se rendre, affirmant qu'il ne faisait que suivre les ordres de Sato. Lorsque Kenshin se tourna pour partir, Akamatsu entra en action, jetant 2 chaînes pour lier les mains et le cou de Kenshin. Kenshin bloqua les chaînes qu'il étranglait avec ses bras, mais ses mains étaient maintenant retenues, permettant à Akamatsu de le jeter violemment. Pendant ce temps, Yajiko rentrait chez elle avec des courses et disait à Kaoru que Kenshin avait mentionné qu'il serait en retard. Yajiko a plaisanté en disant que Kenshin était peut-être sorti avec une femme, étant donné qu'il était en ville depuis des mois et qu'il avait dû remarquer quelqu'un. Soudain, Sato arrive chez eux et se présente comme étant Fujita, un subordonné du chef de la police. Il a prétendu être venu avertir Kenshin que quelqu'un le ciblait. Comme Kenshin était sorti, Sato a décidé de l'attendre. Kaoru a émis l'hypothèse que la personne ciblant Kenshin était probablement celle qui avait blessé Sano. Megumi les a rassurés en leur disant que Kenshin pouvait se débrouiller seul, il n'y avait donc pas besoin de paniquer ou d'aller le chercher. De retour au combat, Kenshin était toujours projeté dans tous les sens par Akamatsu. Akamatsu a révélé que lui, Kurosaga et Sato avaient tous été engagés par le gouvernement pour tuer Kenshin. Le gouvernement craignait que quelqu'un ne révèle les actes sombres du passé et voulait que Kenshin soit éliminé pour les garder cachés. Kenshin en a déduit que Sato était un homme qui avait purgé de nombreux samouraïs voyous dans le passé. Réalisant que Sato continuait encore ses actions dans le présent, Kenshin décida qu'il devrait l'arrêter. Kenshin attrapa la chaîne, la verrouilla en place et tira son épée avec sa bouche, chargeant en avant. Cette nuit-là, lorsque Kenshin rentra chez lui, Kaoru l'informa que quelqu'un le ciblait. Elle lui parla de Fujita, et en le rencontrant à nouveau, Kenshin le reconnut immédiatement comme étant Sato, l'assassin. Les 2 hommes s'étaient croisés il y a 10 ans. À l'époque, Kenshin respectait Sato comme un adversaire digne de ce nom, car il ne comptait jamais sur des coups bas, affrontant toujours directement ses ennemis. Cependant, Kenshin était déçu de le voir désormais utiliser des tactiques sournoises, comme utiliser Akamatsu comme appât. Sato a rejeté les accusations de Kenshin comme étant délirant,
expliquant qu'Akamatsu n'était qu'un moyen de tester si la force de Kenshin était toujours intacte. Sato a conclu que l'escrime autrefois mortel de Kenshin s'était émoussé. Kenshin a précisé qu'il n'avait désormais besoin que de la force d'un vagabond, suffisante pour protéger les personnes importantes pour lui. Il n'avait que faire de la force d'un tueur, qui ne servait qu'à prendre des vies. Sato se moqua de cela, qualifiant Kenshin de naïf. Il a soutenu que la soi-disant force protectrice de Kenshin était inutile, car Sato aurait pu tuer tout le monde dans la maison pendant le combat de Kenshin avec Akamatsu. Pas seulement lui, n'importe lequel des anciens ennemis de Kenshin a eu l'opportunité de nuire aux personnes qu'il chérissait. De plus, Kenshin n'avait pas réussi à empêcher ses ennemis de causer de graves dommages, comme l'incident qui a laissé un jeune garçon paralysé de façon permanente. Kaoru réalisa que Sato observait Kenshin depuis longtemps. Elle comprenait également le point de vue de Sato. Kenshin s'était affaibli au cours des 10 dernières années, croyant bêtement qu'il pouvait protéger les autres sans tuer. Malgré cela, Kenshin resta ferme dans sa résolution de ne plus jamais tuer. Sato, peu convaincu, sortit son épée et défia Kenshin, lui donnant le choix, le combattre et le tuer, ou le regarder éliminer tout le monde dans la maison. Kenshin s'avança, ignorant les tentatives de Kaoru pour l'arrêter, pensant que puisqu'il était la cible, il était préférable d'affronter Sato directement. Sato s'est précipité et Kenshin a esquivé, tentant de contre-attaquer avec un coup. Cependant, Sato a redirigé son attaque et a frappé Kenshin, l'envoyant voler. Sato a révélé qu'il avait affiné ses techniques pour être mortel dans n'importe quelle bataille, estimant que perfectionner les compétences ordinaires à leur apogée absolu était le meilleur moyen de créer des attaques mortelles. Lorsque Sato chargea à nouveau, Kenshin tenta de le désarmer en brisant son arme, mais Sato riposta. Son épée, qui lui était associée depuis 10 ans, ne se brisait pas si facilement. Kaoru est intervenu pour arrêter le combat, mais Kenshin l'a poussé sur le côté. Sato a remarqué un changement chez Kenshin. Après avoir observé ses combats avec ses ennemis précédents, Sato s'est rendu compte que pendant le combat, Kenshin revenait inconsciemment à son personnage de Baduzai, et il était encore plus fort qu'avant. Lorsque Sato a attaqué, Kenshin a esquivé en se glissant sous lui et a contre-attaqué avec une telle vitesse que Sato a à peine réussi à repousser Kenshin à temps. Sato fut choqué par la vitesse de Kenshin, se demandant s'il était complètement revenu au Baduzai ou s'il était simplement dans un état de concentration accrue. Pour le savoir, Sato décide de se battre sérieusement. Sato chargea à nouveau, mais Kenshin fit un pas de côté, anticipant le prochain mouvement de Sato et frappa la nuque de Sato. La force du coup envoya Sato voler hors du dojo. Kenshin a exigé que Sato se lève et continue à se battre. Kaoru, affligé, ne savait pas comment arrêter le combat, craignant que Kenshin ne redevienne complètement le Baduzai d'il y a 10 ans. Elle leur a crié d'arrêter, mais Kenshin a brisé l'épée de Sato. Sano a observé que l'esprit des deux hommes était revenu sur le champ de bataille d'il y a 10 ans, concluant que seule une personne de cette époque pouvait intervenir. Pendant ce temps, un homme à la recherche de Sato a découvert qu'il était au dojo de Kaoru depuis 4 heures et soupçonnait que quelque chose n'allait pas. Kenshin a exhorté Sato à abandonner et à partir, mais Sato, lié par l'honneur d'un samouraï, a refusé de fuir un combat. Chargeant une fois de plus, Sato tenta de terminer la bataille, mais Kenshin jeta son épée de côté et manœuvra derrière Sato pour porter un coup décisif. Sato, cependant, a dévié le bras de Kenshin en utilisant sa ceinture. Il enroula ensuite sa veste autour du cou de Kenshin pour tenter de l'étrangler, mais Kenshin se baissa et frappa le menton de Sato avec le fourreau de son épée. Kenshin et Sato étaient tous deux complètement épuisés, et les coups qu'ils recevaient au cou allaient déterminer l'issue du combat. Kaoru a essayé d'intervenir, mais il était trop tard. À ce moment-là, un homme est arrivé juste à temps pour arrêter Kenshin et Sato. Cet homme était un ancien révolutionnaire, aujourd'hui ministre de l'Intérieur du gouvernement. Il était l'une des 3 figures les plus importantes de la révolution et sans doute l'homme le plus puissant du pays. Le ministre a interrogé Sato sur sa mission, car Sato n'avait été chargé que d'évaluer la force de Kenshin. Sato a rapporté que Kenshin lui-même était inutile, mais Batozai pouvait toujours être utilisé. Le ministre a ensuite exprimé son désir que Kenshin le rejoigne, mais Kenshin a refusé. Pour reprendre le contrôle de lui-même, Kenshin s'est frappé la tête, forçant le personnage de Batozai à battre en retraite. Le ministre, réalisant qu'il y avait beaucoup à discuter, attendit que les blessures de Kenshin soient complètement soignées et que tout le monde se soit rassemblé. Il a révélé des nouvelles troublantes à propos d'un homme nommé Shio, qui se mobilisait à nouveau secrètement. Shio était un personnage d'il y a 10 ans. Lorsque Kenshin abandonna le titre de Batozai, Shio fut choisi comme son successeur, le nouveau Batozai. Cependant, Kenshin ne l'avait jamais rencontré, ayant seulement entendu des rumeurs sur la mort de Shio pendant la Révolution.
Kenshin se souvient que Shio avait été éliminé par ses propres alliés. Le ministre a révélé la vérité. Shio était en effet aussi puissant que Kenshin, mais beaucoup plus ambitieux et sanguinaire. Pour éviter de futures calamités, le gouvernement avait tenté d'éliminer Shio en le brûlant vif. Malgré leurs efforts, Shio a survécu et a désormais rassemblé une armée pour renverser le gouvernement. De nombreuses tentatives pour l'arrêter avaient échoué, et maintenant le gouvernement fondait ses espoirs sur Kenshin. Ils lui ont offert une belle récompense et une amnistie pour ses délits passés, comme le pardon de l'implication de Megumi dans le trafic de drogue. Cependant, Megumi était catégorique, déclarant qu'elle préférait être exécutée plutôt que d'être utilisée comme monnaie d'échange pour contraindre Kenshin. Sono était indigné, accusant les actions lâches du gouvernement d'avoir créé ce problème en premier lieu et s'attendant maintenant à ce que Kenshin nettoie leur désordre. Le subordonné du ministre a soutenu que le gouvernement était menacé, mais Sono a rétorqué qu'un gouvernement corrompu comme le leur ne méritait pas d'exister. Yahiko a souligné que si Kenshin travaillait pour eux, il pourrait finir comme Shio, un autre pion consommé par le système. Tout le monde s'opposait à ce que Kenshin accepte cette tâche, et le ministre lui donna une semaine pour se décider. Pendant ce temps, Sato traquait Akamatsu, qui tentait de fuir, et l'éliminait. Il prévoyait également de traiter avec la personne qu'il avait embauchée, car il se sentait désormais obligé de servir la nation pour expier les torts commis par le Shojina précédent. Néanmoins, Sato a juré de maintenir son idéal d'éradication de ceux qui mettent en danger le pays, même s'il s'agit de fonctionnaires du gouvernement comme le ministre lui-même. En tant qu'ancien commandant des forces du Shojina, il insistait sur le fait que personne ne pouvait le contrôler. Quelques jours plus tard, Sono s'est approché de Kenshin et lui a demandé quelle était sa décision. Sono a exhorté Kenshin à abandonner l'affaire, invoquant son mépris pour les représentants du gouvernement. Cependant, Kenshin croyait en l'intégrité du ministre, estimant que s'il était corrompu, Sato aurait déjà eu affaire à lui. Kenshin a expliqué l'idéal de justice de Sato, un homme guidé par ses principes, libre de tout contrôle extérieur. Kenshin a décidé de rencontrer directement le ministre, estimant que celui-ci devait être occupé et ne devrait pas être dérangé. Tout le monde supposait que Kenshin avait l'intention de décliner la demande. Pendant ce temps, alors que le ministre voyageait, un épéiste l'intercepta, se moquant de lui pour avoir bêtement confié à Kenshin la tâche de s'occuper de Shio. Peu de temps après, un groupe d'épéistes est apparu, également déterminé à assassiner le ministre. Après avoir réalisé que quelqu'un d'autre l'avait déjà abattu, ils ont commencé à découper le corps pour laisser des preuves les impliquant. Lorsque le corps du ministre fut découvert plus tard, les gens supposèrent qu'il avait été tué par des épéistes d'une autre province, ignorant l'implication de la faction de Shio. L'assassin a croisé le chemin de Kenshin, l'avertissant de ne pas s'opposer à Shio. Kenshin revint informer Sato et le subordonné du ministre de ce qui s'était passé. Ils ont convoqué une personne que le ministre avait rencontrée plus tôt dans la matinée, une personne qui avait longuement parlé des nobles idéaux du ministre. Le ministre avait prévu une réforme sur 30 ans pour transformer progressivement le Japon d'une nation féodale en une nation démocratique, où le peuple aurait le droit de déterminer sa propre voie. Avec la mort du ministre, la personnalité la plus digne de confiance du pays, le Japon était désormais plongé dans l'incertitude et le chaos. Shio ne laisserait pas passer cette opportunité. Il se lèverait pour prendre le contrôle de la nation. L'équilibre de l'époque commençait à changer une fois de plus. Ce soir-là, Kenshin revint et annonça qu'il ne pouvait pas permettre à Shio de continuer sans contrôle et qu'il le poursuivrait pour résoudre le problème. Kenshin a admis qu'il ne pourrait jamais abandonner complètement sa nature de Badose. Lorsqu'il a combattu Kurosaga, il s'est transformé en Badose uniquement pour sauver Kaoru, et c'est sa voix qui l'a ramené à lui-même. Cependant, lors de son combat avec Sato, le frisson de la bataille l'avait envahi et il ne pouvait plus entendre sa voix. Kenshin a exprimé sa gratitude à Kaoru pour l'avoir laissé rester tout ce temps, mais il s'est rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de gens qui le détestaient et le ciblaient. Même en tant que Kenshin, il le verrait toujours comme un Badose. Pour éviter d'entraîner tout le monde dans ces conflits, il décida qu'il ne pouvait plus rester. Kenshin reprit son chemin errant d'épéiste solitaire et disparut progressivement dans les profondeurs de la nuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé ce que tu as vu, n'oublie pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de t'abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Partage tes pensées dans les commentaires ci-dessous, je serai ravi de lire vos retours et d'échanger avec vous. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être alerté dès que je publie du nouveau contenu. À bientôt pour de nouvelles aventures.